Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo thématique autour de la représentation de la bisexualité en littérature. Deux choses que je tiens à préciser avant de commencer cette vidéo. Cette vidéo s'insère dans le challenge Love is Love qui est lancé par Maëlle. Je mettrai tous les liens et toutes les chaînes en barre d'infos parce que vous savez qu'on est au mois de juin qui est le mois des fiertés et le mois de visibilité de la communauté LGBT. J'ai déjà fait de nombreuses vidéos à ce sujet. Je vous inviterai également, si vous ne les avez pas vues ou si vous n'avez pas écouté mon podcast entièrement dédié au lesbianisme en littérature, à aller les écouter et les regarder, les liens seront en barre d'infos également. Et aujourd'hui je m'attaque donc à ce sujet épineux de la bisexualité en littérature. Pourquoi est-ce que je vous parle d'épineuse question de la bisexualité en littérature? C'est parce que en réalité l'homosexualité est très présente, ça c'est sûr. Malgré la censure, malgré la désapprobation et la réprobation de l'opinion publique pendant des années et des différentes couches de la société, des différentes institutions, l'homosexualité elle est extrêmement présente, surtout l'homosexualité masculine. C'est un petit peu plus différent pour ce qui est de la question du lesbianisme. Je vous inviterai donc à écouter mon podcast à ce sujet si vous le voulez. Par contre, la littérature a réservé une part assez mince à la question ou aux personnages bisexuels, et si on peut compter assez facilement des classiques de la littérature homosexuelle, c'est beaucoup plus compliqué pour la littérature bisexuelle. Pour commencer cette vidéo, je pense qu'il était donc intéressant de s'interroger sur le pourquoi de cette épineuse question et les difficultés principales qui font qu'il est difficile de parler de bisexualité en littérature. Alors l'un des premiers points, c'est que les dénominations, les conceptions et les représentations de la sexualité et de l'orientation sexuelle, en fait, et même le terme même d'orientation sexuelle d'ailleurs, ça évolue énormément au fil des siècles et au fil des cultures. Ça c'est quelque chose qui s'observe très aisément, par exemple, si vous essayez de regarder à partir de quand on utilise le terme bisexuel ou bisexualité, c'est le début du XXe. Et la question même de la signification de ce terme est problématique, étant donné qu'au tout début, la bisexualité, ça pouvait aussi représenter l'idée de naître ou de vivre avec des composantes masculines et féminines, et c'était aussi une manière de désigner par exemple des personnes qu'on catégoriserait ou qu'on qualifierait à l'heure actuelle d'intersexes. Donc déjà, à la base, c'est un mot récent, et c'est un mot qui avait plusieurs significations. Ensuite, ce qu'on considère désormais comme bisexuel ne l'était pas forcément à l'heure actuelle, même si on dépasse le problème de l'existence ou pas du mot. Ça s'observe notamment avec l'Antiquité, par exemple, qui est une période très très intéressante au niveau des pratiques, entre autres, sexuelles. Parce que l'homosexualité masculine, par exemple, j'ai quelque chose qui me vole autour, l'homosexualité masculine n'était pas du tout considérée de la même façon durant l'Antiquité et à notre époque. Et d'ailleurs, ce qu'on considère très souvent maintenant comme de l'homosexualité masculine, à l'époque c'était plutôt de la bisexualité parce qu'en fait c'était extrêmement rare qu'il y ait des pratiques homosexuelles exclusives et qui n'étaient donc ou qui n'auraient pas été accompagnées donc de pratiques hétérosexuelles. Il y a un autre problème, c'est que la bisexualité est souvent considérée comme quelque chose de flou, quelque chose de passager, quelque chose de peu sérieux. C'est rarement considéré, et même à l'heure actuelle c'est toujours le cas, comme un phénomène spécifique, et donc ce manque de considération, ça a entraîné une invisibilisation aussi bien des personnages que des auteurs et des autrices qui pouvaient être bisexuels, et qui de plus, bien souvent, ne se catégorisaient pas ainsi, soit parce que le mot n'existait pas, soit parce qu'ils étaient dans un refus en tout cas d'utiliser des étiquettes et de se classifier. On peut penser par exemple à Oscar Wilde, qui est l'une des figures gays par excellence, mais qui en réalité, en pratique, était plutôt bisexuel qu'homosexuel. Que penser aussi de Thomas Mann, qui était marié, qui a eu des enfants et qui a écrit Mort à Venise, qui ne semble pas relever uniquement de la pure fiction. Ce qui est très intéressant ici, c'est de remarquer que l'invisibilisation, en fait, elle fonctionne dans les deux sens. C'est pas uniquement la question d'une société hétérosexuelle et hétérocentrée surtout, qui viserait à vouloir empêcher de catégoriser ou de considérer tel ou tel auteur ou telle autrice comme bisexuelle, c'est également une action qui se fait du côté de la communauté homosexuelle, en fait, où il y a une tentative de récupération à chaque fois des deux côtés de personnalités qui en pratique étaient pourtant plutôt bisexuelles. Et là, l'autre question, c'est quand on parle de bisexualité pour les auteurs et les autrices, mais aussi pour les personnages, est-ce qu'on parle de bisexualité en termes de pratique ou est-ce qu'on parle de bisexualité en tant qu'orientation et en tant que bisexualité désirée? C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de bisexualité avec des hommes qui se sont mariés parce que la société l'a exigé et qui à côté effectivement avaient des relations avec des hommes,
Est-ce que ça c'est de la bisexualité? Ou est-ce qu'on se contente de parler de la bisexualité pleinement vécue, c'est-à-dire de ressentir effectivement de l'attirance pour les deux sexes? Et si on s'attelle à cette question très compliquée, comment fait-on le tri pour des périodes qui nous sont bien antérieures, pour des auteurs et des autrices où nous n'avons pas de correspondance, nous n'avons pas de texte explicite, et pour des personnages où, encore une fois, la narration ne nous permet pas de décider très clairement de quel cas il s'agit. Ce qui est aussi assez difficile, c'est que la bisexualité des auteurs et des autrices, elle se remarque beaucoup plus souvent dans les écrits intimes, notamment les correspondances, que dans leurs œuvres de fiction. Et tout le monde ne va pas lire effectivement les écrits intimes. On peut penser à Virginia Woolf, sans sa correspondance avec Vita West Sackville-West, ce serait un peu difficile de vraiment se positionner sur la question de la bisexualité, même si Orlando est une œuvre qui profondément vient remettre en question l'idéologie du genre, vient remettre en question le concept d'hétérosexualité et vient apporter un sous-texte assez apparent de bisexualité, au sens d'ailleurs très intéressant, aux deux sens qui étaient utilisés au début du XXe. On pourrait citer beaucoup d'autres personnes où en fait il faut effectivement se tourner vers les écrits, vers les correspondances, vers les lettres, et c'est aussi quelque chose qui vient complexifier la tâche, notamment parce que ça pose des questions au niveau de la critique littéraire. Est-ce qu'on doit vraiment s'emparer de ces documents-là pour pouvoir analyser et comprendre les textes? Vous savez que ça a été une grande question, notamment avec Proust et Sainte-Beuve. Ensuite, ça aussi, il ne faut pas oublier que c'est conditionné par l'homophobie ou la biphobie de pas mal de chercheurs et de théoriciens qui ont refusé pendant longtemps de prendre en compte la bisexualité de tel ou tel auteur parce que c'était des classiques, parce que c'était des hommes et que ça dérangeait. Une autre problématique qui est très intéressante et qui là pourrait être un sujet à part de vidéo, c'est la question de la représentation très abondante de la bisexualité féminine par des auteurs masculins. Alors là, je vais me pencher un petit peu plus sur deux grands exemples. Le libertinage, et donc la littérature libertine, par là j'entends surtout ça, et le 19e siècle. Pour le libertinage, je vais pas m'étendre vraiment dessus parce que j'en ai beaucoup parlé dans mon podcast sur le lesbianisme. Dans la littérature libertine, en fait, la bisexualité, c'est un ressort narratif comme un autre. C'est une occasion de décupler les sources de plaisir, sachant que le plaisir, c'est quand même le but du libertin, avec un affranchissement effectivement moral, mais un affranchissement qui passe aussi par les sens. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de constater que dans la littérature libertine, il y a très peu d'homosexualité, mais beaucoup plus de bisexualité. Donc on voit bien qu'en fait, c'est pas la représentation réelle d'une orientation, on est beaucoup plus là dans une pratique qui est vécue comme participant d'une revendication de la liberté. Pour le 19e, alors là c'est très intéressant, et d'ailleurs sur Instagram je vous avais proposé en fait de voter pour le sujet de cette vidéo, et je vous avais proposé entre autres de traiter uniquement de la question de l'homosexualité, de la bisexualité au 19e, et je pense que c'est peut-être une vidéo que je ferai à un moment parce que je trouve que c'est passionnant. En fait au 19e on observe très souvent des femmes, et pas des hommes, et ça on y reviendra, des femmes bisexuelles sous la plume d'auteurs masculins, qui en plus très souvent n'étaient pas eux-mêmes bisexuels. On peut penser à Zola et à Balzac. Zola, si vous lisez Nana, c'est vraiment le roman par excellence des femmes, c'est-à-dire qu'on voit des personnages féminins extrêmement bien construits, extrêmement denses, extrêmement complexes, extrêmement riches, mais on voit aussi et surtout des personnages féminins interagir ensemble. Et ça c'est vraiment très très bien fait de la part de Zola. On a des personnages qui ont des relations d'amitié, qui ont des relations d'amour, qui ont des relations sexuelles, on a des personnages lesbiens, ou lesbiennes, on a des personnages bisexuels. Si vous lisez La Curée, pareil, dès les premières pages de La Curée, en fait, on vous fait mention de femmes qui aiment les femmes. Et ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans l'œuvre de Zola. Si vous prenez Balzac, pareil, vous prenez La fille aux yeux d'or de Balzac, il y a également la mention de la bisexualité, et de toute manière, le genre, en tant que construction sociale donc, chez Balzac c'est quelque chose qui revient très souvent, et l'orientation sexuelle ou la pratique sexuelle également, de manière plus ou moins évidente. Par exemple, les illusions perdues, on a un personnage homosexuel évident dans les illusions perdues. Vous avez aussi Dumas avec Mademoiselle de Maupin, qui encore une fois là on revient sur l'idée de la bisexualité comme étant à double signification, avec cette sensation ou cette idée de concilier féminin et masculin en soi, et d'avoir des relations sexuelles et amoureuses avec des hommes et avec des femmes. Ce qui interroge quand même à ce niveau-là, c'est pourquoi cette prévalence en fait d'une bisexualité féminine
sous la plume masculine, et par contre la quasi-inexistence d'une bisexualité masculine. Si vous cherchez des textes au 19e qui traitent de la bisexualité masculine, vous allez être bien en peine d'en trouver. Ils sont très très rares. Donc à quoi est-ce qu'on peut attribuer en fait cette asymétrie, si ce n'est à une marginalisation et un dégoût plus marqué pour la bisexualité chez les hommes, mais aussi à un manque de considération et de prise de sérieux des relations entre femmes, qui sont plutôt vécues comme des phases, comme quelque chose de normal, de petites tentatives comme ça sur le côté, qui sont perçues de façon assez inoffensive. Donc on reproche souvent en fait à la psychanalyse d'avoir œuvré pour l'idée selon laquelle les femmes seraient toutes plus disposées ou plus enclines à la bisexualité, mais si on regarde en fait historiquement, cette idée elle était déjà bien présente avant la psychanalyse. La psychanalyse n'a fait que renforcer cette idée. Et donc on en arrive à la conclusion quand même que on a accès à des textes qui mettent en scène effectivement des personnages bisexuels, mais qui sont écrits par des hommes, des personnes qui ne sont pas concernés et qui sont également imprégnés bien évidemment de conceptions et de représentations assez parfois limites des femmes à leur époque. Voilà. Que faire de ces textes? Quelle place leur accorder? Moi je pense qu'il faut les étudier, je pense qu'il faut leur accorder un certain crédit parce qu'ils en ont parfois, mais ça pose quand même question. Bien évidemment se pose aussi la question que je viens de soulever, c'est-à-dire l'inexistence, en fait, l'absence totale quasiment de bisexualité masculine. En tout cas, au 19e, c'est très très rare. Et dans les classiques, en fait, elle est très rare, même au-delà du 19e. On peut parler de certains personnages de Mishima, par exemple, comme le narrateur dans Confession d'un masque. On peut parler aussi du roman Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar, mais encore une fois, on en revient à l'un des premiers écueils que j'ai mentionné dans cette vidéo, c'est que très souvent, c'est plutôt perçus comme des personnages gays et pas des personnages bisexuels. Il y a une récupération, encore une fois, une invisibilisation qui fait que on les catégorise plutôt comme des personnages gays ou des romans gays plutôt que bisexuels. Le constat qu'on dresse donc sur la représentation de la bisexualité en littérature, elle est assez pauvre pour le moment. Et il faut attendre le XXe siècle pour avoir des œuvres entre guillemets réellement bisexuelles, c'est-à-dire affirmées comme telles. Même lorsqu'on se penche en fait sur des œuvres écrites par des personnes bisexuelles et mettant en scène des personnages bisexuels, les références sont encore une fois quasiment exclusivement féminines. Alors si la littérature gay elle est très explicite, elle est très abondante, du côté des femmes, on trouve beaucoup plus de mentions de la bisexualité que de mentions du lesbianisme. Il y a d'autres quand même cultures et d'autres types de littérature qui sont intéressantes et qui permettent d'avoir accès à une bisexualité masculine. Je pense par exemple, vu qu'on sort du printemps japonais, à ce qu'on appelle wakashudo ou shudo dans la littérature japonaise, qui signifie la voix des jeunes hommes et qui en fait est toute une... alors c'est déjà une... comment dire, une pratique, d'accord, qui ensuite s'est transposée dans les arts, que ce soit les estampes ou la littérature, où entre hommes, notamment du côté des samouraïs en fait, on avait quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on relève dans la Grèce antique et dans la Rome antique, un homme dominant qui avait des relations avec de très jeunes garçons. Et ça c'est quand même quelque chose qu'il faut mentionner, c'est que la question de la bisexualité aussi est un petit peu difficile en littérature parce que très souvent du côté de la bisexualité masculine, à travers les époques et à travers les cultures, que ce soit en Afghanistan, au Pakistan, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit au Japon, que ce soit dans la Grèce ou la Rome antique, et pas que antique je précise, on a quand même une bisexualité masculine qui est basée sur la domination, parce qu'on a le droit en fait de disposer du corps des esclaves, des étrangers et des enfants ou des adolescents. Donc on a une bisexualité en fait masculine qui est très souvent associée à la pédophilie. Et ça, c'est aussi une grande question dans le traitement de la bisexualité en littérature, en tout cas du côté masculin. Alors la bisexualité qu'on retrouve au XXe, notamment chez les femmes, on va revenir là-dessus, c'est une bisexualité qui est peu souvent nommée, bien évidemment, mais qui est en tout cas explicite et posée sans phare, dans des œuvres qui sont souvent quand même à dimension autobiographique. On peut penser à Colette par exemple, avec les Claudines, où c'est assez clair, mais l'un des textes à mon sens qui est le plus intéressant, c'est Le pur et l'impur de Colette, qui a une très forte dimension autobiographique, parce qu'en fait ce sont des fragments d'écriture de Colette où elle livre des moments de sa vie, des impressions, c'est vraiment, il y a une dimension de témoignage qui est fascinante si vous vous intéressez en fait aux artistes, et aux autrices et aux femmes de cette époque et aux relations qu'elles pouvaient entretenir entre elles.
Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a Virginia Woolf avec sa correspondance, même si on retrouve dans ses textes des intertextes, des sous-textes lesbiens ou bisexuels, ce qu'on retrouve aussi chez Kate Chopin avec The Awakening, ou l'éveil en français. On retrouve ça aussi chez Kate Mansfield. En plus là, on retrouve effectivement la même chose dans sa vie personnelle, dans ses écrits personnels et dans ses textes, ce qui donc facilite et justifie un petit peu l'interprétation qu'on peut en faire. Mais vous voyez que très souvent, ça tourne quand même autour de l'écriture qui relève soit de l'autofiction, soit qui a un aspect un petit peu autobiographique. C'est assez rare en fait de trouver des œuvres de pure fiction, si tant est que cela existe, où on a des personnages bisexuels. Peut-être qu'on peut citer Thérèse Desquerroux de Mauriac, qui est un personnage qui est attiré par les hommes, mais qui est aussi rebuté par la sexualité avec eux, et qui a des rapports très très proches avec son ami, où il y a un homoérotisme qui est très palpable, et en plus, c'est d'autant plus solide qu'on sait désormais que Mauriac avait apparemment lui aussi une bisexualité dont il se cachait. Et ce qui est assez intéressant, par exemple, pour revenir et vous donner un exemple très concret de ce que je vous disais tout à l'heure sur les critiques qui en fait ont souvent caché ces parties-là de la vie des auteurs, Jean-Luc Barré a fait publier une biographie de Mauriac où il expose. Il révèle entre guillemets les relations amoureuses et les forts affects que Mauriac avait avec des hommes. Ça a fait un grand scandale. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On peut penser aussi à Simone de Beauvoir, qui effectivement dans L'Invité, qui est l'un de ses premiers romans, présente des personnages bisexuels, féminins, de façon très explicite, sans vraiment s'en cacher, et qui, dans ses écrits personnels, affirme aussi avoir des relations avec des hommes et des femmes, notamment... en tout cas au niveau des émotions et des sentiments, on peut remarquer ça également lorsqu'on lit sur sa relation très privilégiée et très forte d'amitié qu'elle entretenait avec la personne qu'elle appelait Zaza dans son enfance. Ensuite, on ne peut pas quand même ne pas mentionner À la recherche du temps perdu de Proust, où effectivement il y a beaucoup de personnes, enfin il y a de forts personnages homosexuels, de grands personnages homosexuels, mais où il y a également la bisexualité qui se devine, mais qui n'est jamais explicitée. Pour clore cette vidéo, qui commence à être assez longue, je pense qu'il est intéressant de revenir en fait sur tout ce que cette question de la bisexualité soulève. Parce que c'est un sujet passionnant, premièrement par le sujet même, que moi je trouve très intéressant et qui me touche personnellement, mais aussi parce que ça engendre et ça entraîne de nombreux questionnements qui sont profondément littéraires. Premièrement, la confrontation entre les intentions de l'auteur et de l'autrice et les intentions du lecteur et de la lectrice. Et ça se voit par exemple dans l'invisibilisation, consciente ou inconsciente, de personnages bisexuels qu'on veut à tout prix interpréter comme étant homosexuels par exemple. Ensuite, ça pose la question de la ligne qu'on franchit quand on décide de catégoriser tel ou tel personnage comme gay ou lesbienne justement, alors que en pratique, vu la fiction, on est plutôt sur de la bisexualité. On peut aussi s'interroger sur la disproportion entre les deux sexes et l'inversion qui s'effectue au cours du temps. Parce que si au début on a plutôt beaucoup de bisexualité masculine, vu que les femmes sont totalement absentes et n'ont aucune liberté, au fur et à mesure ça s'inverse et c'est beaucoup plus de bisexualité féminine. Aussi qu'à l'acception du terme pour classifier les textes. Que pouvons-nous vraiment en fait tirer de textes anciens et pour lesquels certains contextes culturels, politiques, sociaux, religieux nous échappent encore. Quand est-ce qu'on franchit en fait la limite avec l'anachronisme pur et dur qui n'a que peu d'intérêt? Et peut-on dire d'un livre ou d'un texte qu'il s'agit d'un roman bisexuel, comme on le fait souvent pour les romans gays, les romans lesbiens, alors que dans le texte rien n'est revendiqué ou affirmé comme tel? Et que penser de la marge, enfin en tout cas de l'influence qu'a pu avoir la pression très homophobe sur les personnes non hétérosexuelles? En quoi est-ce que ça vient complexifier la représentation de la bisexualité en littérature? Est-ce qu'on doit, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, doit-on distinguer bisexualité en pratique et bisexualité éprouvée? Et encore une fois, question épineuse, mais quand même qu'il faut maintenir je pense, comment est-ce qu'on traite ces textes inscrits dans des cultures
où la bisexualité masculine, elle relève de la pédophilie et ou de la domination. Bref, vous l'aurez compris, c'est un vaste sujet qui me semble passionnant. Je vous invite à aller voir la barre d'infos parce que je vais mentionner, ou je vais donner les références de certains articles et de pas mal de textes que j'ai cités dans cette vidéo si vous voulez vous diriger vers des lectures qui mettent alors en avant, de façon plus ou moins claire, on va dire, des personnages bisexuels. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me dire si vous avez vous-même quelques réponses à certaines des questions qui peuvent se poser et qu'on a posées lors de cette vidéo. Et puis je vous remercie de l'avoir regardé, je vous encourage à aller voir le reste du challenge lancé par Maëlle et je vous dis à très bientôt. Voilà, bye bye.